Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous, on a ça sous télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point. Je toujours dit Haïti trop riche pour le pauvre. Mais en réalité, c'est ça lié à. Chaque année qui passe, on a l'impression qu'on plus produit pauvre que toute l'autre bagaille. Qui ça fait aujourd'hui à nous là toujours? Pour qui ça la pauvreté a traîné comme ça depuis plusieurs années? Qui ça fait pas qu'à créer richesse dans le pays, ça qu'à améliorer tout bon vrai conditions, la vie mondiale, c'est quelques temps. Nous allons regarder matin hein, avec un entrepreneur et un monde qui font études sur la question ça. Et pas seulement regarder Haïti, mais regarder de l'autre pays qui au même tout à un même niveau avec pays noirs. Et puis, ouais, tout qui ça recommandation capable pour nous sortir dans ça nous là, même si c'est pas qu'on a maintenant année et cap vigno. Voilà pour précision nous allons pour nous faire matin la mise au point avec l'entrepreneur Daniel Jean-Louis qui a accepté de répondre à une question télévision nationale d'Haïti. Monsieur Jean-Louis, bonjour, bienvenue sur TRH. Bonjour, Serginho, c'est toujours un plaisir pour moi avec vous dans l'émission Mise au point. Bonjour à tous les téléspectateurs qui ont regardé. Parfait. Alors, la dernière fois, nous avons parlé sur la publication là, et dans la mise au point. Mais après l'émission, nous avons remarqué une certaine présence sur Facebook, notamment, avec des entrevues qu'on choisit de réaliser pour que ça soit ça. Bon, je choisis de réaliser des entrevues parce que moi, il y a plein de monde qui a fait des bagages très positifs dans la société, qui ont une présence minimale dans les médias traditionnels. Et je pense que Facebook et les réseaux sociaux offrent un canal qui est le moins cher possible, avec le plus de visibilité possible, pour permettre que plus de monde ait accès avec genre de nouvelles positives. Parce qu'on est capable de garder des nouvelles qui ont dominé l'actualité à ces dernières années, ou bien dans 6 mois que se passe là, c'est question gang. Et ça est important pour nous connaître tout, mais il faut connaître qu'au-delà de nouvelles que vous consommez, c'est souvenirs. C'est-à-dire sur un bout tout de la pauvreté, de la maladie, finalement pas développer l'esprit créatif qui peut permettre de développer tout. Donc, ces réseaux sociaux sont des qui permettent que je fasse ça. Et c'est que jusqu'à maintenant, nous faisons très bien. Alors, ce qui critères utilisés pour choisir les personnalités qu'on peut interviewer? Bon, critères, c'est des gens qui ont fait des bagages positifs, que moi-même, personnellement, m'estime qui sont positifs en rapport avec valeur PAM et qui ont des impacts qui sont mesurables. Par exemple, dernièrement, j'ai invité Sonny Lamar, qui sont très bons amis. Et c'est un monde qui travaille dans la question communication comme un outil de développement pendant très longtemps. Et c'est un monde aussi qui est dans l'éducation. Et j'ai interviewé lui Henri Mars, qui est un monde qui travaille dans la question de la paix et dialogue avec gang eux-mêmes justement depuis avant 2004 et qui a un pile succès alors que travail ça il manqué connu du public et aussi les leçons apprises aussi. Ce grand pile bagaille que qu'a fait dans la société là, c'est des bagailles qu'a répété. Alors que dans la répétition, il y a des bagailles nous sommes capables d'apprendre qui pour permettre de résoudre des problèmes plus vite et moins cher aussi. Donc, comment feedback là par rapport avec entrevue ça? Très positif. Il y a là-dedans qui atteint jusqu'à presque 50 000 views. Très interactif aussi. Mon yo en pile commentaire et je pense que c'est vraiment intéressant. Yeah. Jusqu'à maintenant, c'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Alors, le message qu'on voulait faire passer, est-ce qu'on estime jusqu'à présent ou sur route là, ou bien qu'on doit améliorer, non? Je pense qu'au fur et à mesure, on a continué à améliorer. Et peut-être nous avons augmenté plus de présence sur plus de réseaux sociaux, par exemple, un peu plus sur Twitter, plus focus sur Facebook, mais aussi nous avons augmenté la présence sur Twitter, Instagram, TV, qui a la possibilité pour nous uploader de plus grands contenus ces jours-ci. Et au fur et à mesure que nous avons adapté, et aussi en présence aussi dans les moins de ces 60% de monde qui consomment contenu ça aussi dans Port-au-Prince, avec 20% au Cap, etc. dans le sud. Nous avons plus de monde en provinciaux participer parce que franchement, ils ont coupé en fait de médias traditionnels qui existaient depuis longtemps par rapport avec manque de technologie ou bien parce que combien de télévision, chaîne de télévision en fait qui arrivait en rouge ou bien qui arrivait terrier rouge
Mais alors que les réseaux sociaux arrivaient au même. Donc, je pense que nous travaillons un peu plus sur ça, sur les zones rurales, comment nous sommes capables de plus mettre contenu ça à la disposition pour aider les gens à développer tête. Il y a des gens qui regardent entre vous, qui savent qu'on a tiré le film regarder ça. Les gens ont plus ou moins ressourcé tête pour apprendre de nouveaux modèles. C'est promotion ça a fait de nouveaux modèles de développement. De nouveaux modèles de développement qui axés sur des sociodéterminants économiques, des variables sociaux et aussi en fait climat, changement climatique et communication. C'est un ensemble de déterminants qui jouent un rôle fondamental dans le développement économique et social qui est vraiment négligé dans la société noire et que les gens comprennent que le développement c'est l'affaire économie, alors que l'économie, c'est l'impact qui arrive dans le développement, qui est planifié par le social, le culturel, la communication, etc. etc. Donc, les gens, sans pas réaliser, il y a une approche holistique du développement qui est basée sur des déterminants qui plus que l'économie. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça à apprendre. Dans tout le temps que vous réalisez, qu'est-ce qui plus marqué? Qu'est-ce qui plus marqué? J'ai réalisé tout marqué en fait. J'ai réalisé interview avec Emmanuel Douillon, un jeune qui est dans Petro Challenger. J'ai fait interview avec Gardi Jean-Marius, un jeune docteur qui a fait un travail très impressionnant en fait dans la communauté de Rousseau à l'Arcaïe, son zone qui est vraiment négligée, coupée du reste du pays. Ça l'arrivée fait dans la santé, qui ont déterminant remarquable en fait dans le développement, qui c'est un travail extraordinaire. M'interviewer Louis-Henri Mars, m'interviewer Sonny Lamar, tout ça c'est vraiment extraordinaire et de monde qui a contribué positivement et dans le travail ça. Mais dans l'interview ça, malgré que l'instabilité politique, la corruption, tout ça, c'est des bagailles qui sont très présents, mais nous focus sur le positif. Nous parlons de bagailles négatives, comment nous avons surmonter, mais nous ne pas arrêter sur eux. Nous vraiment focus sur les questions positives. Quelles sont les leçons apprises? Comment la société est capable d'utiliser, passer nous, vécu nous, pour nous propulser au développement économique. Son choix, on fait comme ça? Son choix très délibéré. Très délibéré. Parce que, quand même, la réalité assez liée à puis le problème. Chaque fois on entend des radios, des télévisions, on a une question d'inflation, de chiffres. La réalité, c'est plus difficile chaque jour. Et puis on va parler de bail positif. Il y a des gens qui disent est-ce que Daniel Jean-Louis pas dans l'espace lui-même? Bon, côté nous, là, nous méritons dans l'espace pour nous avancer quand même. On pas priver dans l'espace, ou pas aller dans l'espace. Mais non, nous parlons de bagailles, défis. Nous parlons de défis, mais nous parlons de défis dans le contexte de développement. C'est-à-dire nous ne pas arrêter à focus sur le défi pour rester sur le défi, nous expliquer les défis dans le contexte de développement. Ça veut dire que comment on peut utiliser la question dialogue pour la paix pour amorcer un développement économique. Comment on peut utiliser la question corruption, comment d'autres pays comment qui historique dans la question ça et comment nous sommes capables de transformer en fait pour venir un outil de développement. Alors il y a un pile dans données ça là des réseaux sociaux ou bien médias traditionnels yo focus en pile sur aspect ça mais yo pas fait transition vers le développement. Parce que la finalité en fait c'est le développement, c'est comment augmenter le standard de vie, le niveau de vie de notre population. Donc à moins que là nous parler de problèmes nous transiter vers comment nous sommes capables de faire le développement, c'est que nous orienter le dialogue vers le sous-développement. Parce que nous consacrer toute heure d'antenne nous à célébrer même ces problèmes, alors que ces problèmes devraient être transformés, devraient être résolus à court terme et à long terme pour favoriser un mieux-être à la population. Alors vous pensez que nous avons utilisé les problèmes comme opportunité pour nous arriver à un niveau de développement qu'on va parler là? Non obligé. Parce que tout pays que j'étudie, en fait, je fais étudier 38 pays. Et pour me sortir deuxième livre, moi, qui apparaît dans un mois exactement. Et ça, c'est un bagage que pays qui en voie de développement ont fait. Ils ont utilisé un pile de problèmes actuels ils ont étudié ou bien problèmes qu'ils ont gagnés dans le passé pour en fait proposer des solutions adaptées. Okay? Pour en fait proposer des solutions adaptées.
Parce que si on avait étudié en fait l'instabilité politique, on ne va pas parler de violence seulement. La violence est perpétrée par l'instabilité politique. Regardez, l'instabilité politique en Haïti, pendant les 50 dernières années, ça devrait nous dire quelque chose. Il faut étudier les faits sociaux, les faits politiques et les faits économiques pour pouvoir prendre de meilleures décisions de gouvernance dans l'avenir. C'est ça, en pile d'un pays qui en voie de développement ou des pays émergents aujourd'hui, il arrive à faire une bagage. Comment le développement peut se planifier? C'est d'abord une question ça. On planifie le développement en étudiant les faits économiques et les faits du passé, politiques et sociaux, pour déceler de meilleures solutions ou bien de meilleures décisions de gouvernance, de politique, d'économique à l'avenir. En fait, ça c'est une bagage que pays comme Haïti pas fait. Et c'est pour ça, par exemple, il y a une raison qui fait que nous travaillons très dur aujourd'hui pour nous rester pauvres. Parce qu'on n'apprend pas vite, on n'exécute pas les faibles traits d'apprentissage. Et c'est pour ça que nous payons très cher. Parfait. Alors, une question directe, puisque nous avons annoncé l'introduction et Daniel Jean-Louis. Qui ça fait aujourd'hui, tenant compte de ça, il y a comme étude, comme donnée, qui fait que Haïti, dans le niveau de pauvreté, ça, toujours. 1, 2, 3. Bon, 1, 2, 3. D'abord, c'est une question de planification. On n'a pas planifié le développement. Le développement, c'est aujourd'hui une science. Ça se planifie. Et comment, qui sont sciences qui planifient? D'abord, 2 outils de planification que pays qui émergent mettent à disposition pour développer. Okay? Et là, je parle de développement, je parle de concept standard. Ça veut dire que on vit au niveau où on a la pauvreté extrême, vivre avec moins de 1,90 $ par jour. Et puis, revenu moins de 1,90 $ par jour, on a la pauvreté extrême. Ça, c'est un concept standardisé par la Banque mondiale et reconnu dans le monde, la science du développement. Et dans le cas, ça plus fort, on a la pauvreté extrême. Hein? Oui, plus que 80%. C'est clair. Et on regarde là aussi de là où est ça. Le niveau de transaction dans le secteur informel, par exemple, quantité de richesse que l'on crée par jour, par permettre qu'on ait un revenu de plus de 1,90 $ par jour. Okay? Et là, on regarde les mêmes gens qui travaillent dans la factory par rapport avec ça à entrer et ça à dépenser. Okay? Différence là, par 1,90 $ par jour. Okay? Le chômage existe. Hein? Bon, en fait, c'est un pays foncièrement en chômage parce que nous n'avons pas créé quantité d'emplois qui répondent avec besoin, qui répondent avec le problème du chômage. Tout à l'heure, on a parlé de la planification du développement. Ok, je vais expliquer comment le développement est un concept standardisé. C'est-à-dire, on a parlé de développement, on a parlé d'un concept précis. Ok, le développement n'est pas planifié, non seulement en Haïti, mais c'est dans l'ensemble des pays sous-développés. Ok, des pays comme le Tchad, la République centrafricaine, des pays comme le Yémen, des pays comme l'ensemble des pays que je décrit là, c'est des pays comme Haïti qui étaient au niveau de sous-développement. D'abord, ils ne planifient pas le développement. Bon, 2 exemples majeurs comment on ne peut pas planifier dans des autres plans. Des outils de planification qui vont exister dans la prise de décision de gouvernance dans le pays. Par exemple, le cadre légal. C'est ensemble des pays qui, par exemple, chita vraiment pour update cadre légal. Ok, là, on parle de cadre légal, on parle de politique économique, politique fiscale, on parle des lois sur les rapports avec la criminalité, et sur le commerce digital, l'économie mondiale, les assurances. Et on va regarder dans un pays noir, par exemple, et nous exactement tombés dans la catégorie ça. Ok, nous avons des lois qui datent de 2 siècles. Okay? Et l'ensemble des pays sous-développés, c'est une caractéristique partagée en commun. Il y a des lois qui sont complètement désuètes. Qui ne sont pas adaptées à la réalité. Hein? Qui ne sont complètement pas adaptées aux lois qui ont 2 siècles. C'est-à-dire l'Internet, ça date de combien d'années? Alors que, par exemple, on va regarder que ce sont des pays qui... Et l'Internet représente aujourd'hui l'avenir du commerce mondial. Au capabilité aujourd'hui, des gens qui étaient de firmes qui étaient par exemple au Japon, qui vendent pour des millions de dollars par rapport avec l'Internet. Ou bien, et donc, ça veut dire que nous avons un cadre légal, par exemple la loi du commerce qui date de 2 siècles, alors que l'économie mondiale a fait un sursaut extraordinaire dans ces dernières années qui sont passées là. Vous voyez? Donc, cet outil de planification n'a pas été innové, adapté et formaté dans un contexte qui va propulser le développement. C'est une raison qui fait que
et dans le cas ça là, pays ça yo planifier le sous-développement, ils travaillent très dur pour rester pauvres. Mon l'autre outil de développement. Et outils ça en fait nous-mêmes nous utilisons comme des instruments politiques au lieu de nous utiliser comme des instruments de développement. Il y a un autre outil par exemple le budget. Le budget c'est un outil par excellence qui détermine l'exécution du développement dans un pays. Et si vous regardez dans l'année qui s'est passée à l'instant de 2004, côté par exemple, et soins de santé, nous avons un budget de plus de 10% la donne. Dans l'année qui s'est passée là, pour les soins de santé, en fait, le ministère de la Santé a un budget de 6% ou 8% environ. Et vous regardez l'ensemble des pays sous-développés, c'est exactement ça qu'ils fait. C'est ça que la science, le développement devient une science. Pays émergents, 38 pays que m'étudiez, ça au fait c'est que en majeure partie, ils mettaient plus que 15% dans le budget dans la santé. Plus que 15% dans le budget dans la santé. Pour qui ça fait choix ça? Parce que santé a déterminé l'économie. C'est un conseil que je donne aujourd'hui comme spécialiste en développement. Premier conseil que je c'est un conseil de santé. Ne tombez pas malade. Parce que l'homme malade, le niveau de ressources que vous avez dans le monde par jour, il détermine la quantité de cob que vous entrez, moins la quantité de cob que vous sortez. L'homme malade, premièrement, on pas rentrer en pile. Deuxièmement, on sortit en pile. Donc, sacrément, mon a diminué de jour en jour. C'est en termes économiques. Même en termes humains. L'homme malade, ou vient moins productif, ou vient, par exemple, sur une population qui ont un niveau de santé inférieur. Après, la population ça est productive. Après, la population ça, il n'a pas un niveau de vie, il n'a pas un niveau de... Et qu'on y a là, il y a fait ce qu'on appelle l'index du happiness index. Santé, c'est un critère que ou pas capable productif, ou pas capable de vivre, ou pas capable de rendre une société productive sans un niveau de santé pareil. Donc, ce qui est déterminant, c'est que dans les pays qui développent, les pays émergents, ils consacrent plus que 15% dans le budget, préférablement 20%, à la santé. Deuxièmement, dans l'éducation. L'éducation sont l'autre outil fondamental de base de support au développement. Encore, on a parlé de développement, l'indice du développement humain, par exemple, c'est un concept qui est standardisé. Les téléspectateurs ont regardé l'émission et puis pour dire que bon, quand on va parler de développement, de qui soit parlé, bon, son concept subjectif. Non, le développement, c'est un concept objectif. Ça a rapport avec la quantité d'enfants scolarisés, la quantité de salles d'hôpital disponibles, la quantité d'emplois disponibles dans l'économie. Ça a rapport avec des critères précis, exacts, qui sont mesurables et qui sont capables de compter dans la société. OK? Donc, l'éducation permet ou améliorer tous les critères. Parce que tout à l'heure, on a parlé de la santé comme un déterminant majeur dans le développement. Mais cependant, vous n'aurez pas de santé sans l'éducation. Il faut qu'il y ait un mécanisme qui former les personnels de santé. Mais ça fait trop avec pays qui par exemple les ressources surtout. On a toujours besoin, on a toujours alloué des fonds assez considérables, que ce soit dans le secteur de l'éducation, mais les ressources sont limitées, tout bagage c'est priorité. Est-ce qu'on peut arriver dans le niveau ça qu'on parler à tout? Non, il faut prioriser les priorités. Il faut prioriser les priorités parce que les ressources là, pas gain assez sous continuer à investir dans des bagages qui ne sont pas prioritaires. Par exemple, on a regardé le Parlement noir. Est-ce qu'un Parlement qui sont organes de législation méritait plus que 15% dans le budget, plus que la santé? C'est de ça qu'on parle. En quoi est-ce que le Parlement, qui sont surcharge en fait pour nous les contribuables, pour la société? Parce que quantité de ressources, 15% que vous allouez dans le Parlement, vous avez vu un effort là-dedans, vous avez vu réduire avec tel bagage, mais sont un peu en fait réduire le budget, mais vous allez mettre dans le ministère du Plan. Bon, vous avez un paquet d'histoires de ce genre. Mais en quoi est-ce que l'on consacre plus de 15% dans le budget dans le Parlement et que vous avez besoin d'une meilleure santé dans l'année qui va venir? Il y a pile sénateur et député, par exemple, qui viennent qui dit que bon, nous avons besoin comme ça,
pour nous faire projet dans la zone, non, alors qu'effectivement, il n'y a pas des organes d'exécution. Pas un organe d'exécution, c'est la législation qui est supposée faire. Il dit qu'il y a besoin comme ça dans le budget pour être capable de faire développement dans la zone. Mais pour qu'ils soient fait développement dans la zone, ou même comme législateur, c'est parce qu'on n'a pas mis assez de dans le budget pour faire développement ça depuis années que ça passe. Donc, vous venez confronter toi en situation de fait. Mais pour vous dire, nous là, un pays qui peut vous dire, c'est parce qu'il n'a pas planifié le développement. C'est ça, il n'a pas planifié le développement. Voilà. Quel autre élément que vous relevez encore? Et pays qui pauvre, alors, nous sommes parlé de ça, planifier le développement, il y a un rapport avec, et il n'y a pas utilisé les outils de planification nécessaires. Il n'y a pas un cadre légal qui est adapté. Et il n'y a pas gagné aussi, non seulement un cadre légal, il n'y a pas gagné des outils de budget, par exemple, ou bien d'autres outils de gouvernance qui sont adaptés à un programme de développement approprié. OK? Ça, c'est la deuxième partie qui rend la société improductive. Alors, planification, c'est fondamental, et c'est ça qui fait un pile dans le pays, ça veut dire, pas qu'arriver et aider la population à améliorer les conditions d'existence. Oui, c'est ça, c'est ça. Et là, regardez par exemple, pays émergents, pays qui font un pile développement, il y a l'autre bagaille, fait, tout à l'heure, on a parlé de cadre légal et outils politiques, etc. Maintenant, on entre dans un plan économique. Et non seulement on a planifié les cadres légaux, utiliser les outils de planification, gouvernance qui baillent un système de gouvernance qui plus voué à l'économie, développement économique, mais il y a l'autre bagage qui fait qui est très important. Ils ont alloué quantité de ressources d'investissement privées dans l'économie, ils mettent plus d'investissement dans le secteur du service, OK? Secteur du service. Deuxièmement, ils mettent moins de ressources dans la manufacture. Troisièmement, ils mettent beaucoup moins de ressources dans l'agriculture. Ah bon? Oui. Et pour qui ça? Pour qui ça? Parce que, Jodia, OK? Jodia, et avec la productivité mondiale, quantité qu'on a besoin, par exemple, pour produire 1 livre de maïs, si vous avez besoin de $1000 pour produire 1 livre de maïs, Jodia, c'est à peine sous besoin de $100. Après la révolution industrielle, avec les techniques de production et la technologie, il coûte beaucoup moins pour produire plus dans l'agriculture. Beaucoup moins. Par exemple, moi-même, dernièrement, j'ai fait, ça fait 3 ans de cela, moi-même avec un groupe d'Haïtiens, nous avons fait une expérimentation. Nous allons en Hollande, nous prêtons une machine, nous conduisons de Hollande à l'Allemagne, de l'Allemagne à la Belgique, de la Belgique à Paris. Pendant tout le trajet, nous sommes en pile ferme, pas un centimètre que nous sommes pas cultivés dans les zones rurales de ces pays-là. Mais ça nous parle, nous avons pile monde là-dedans. C'est quelques équipements, OK? Quelques équipements avec des techniques de manufacture qu'on a utilisées dans l'agriculture. Ils coûtent beaucoup moins pour produire beaucoup plus aujourd'hui. De ce fait, ces gouvernements-là, ils conseillent les chambres de commerce, les organisations de développement, les firmes d'investissement pour investir moins dans l'agriculture, mais pour obtenir un rendement supérieur. La même chose pour la manufacture. Mais si nous avons un exemple ça pour Haïti, nous connaissons l'activité agricole très prisée dans le pays. Il y a pile fraction haïtienne, c'est dans ça versé qui permet que l'argent entre dans le poche et qui quand même a un certain incidence sur l'économie pays, non? La production agricole haïtienne n'est pas productive. Je ne vais pas parler de la production nationale, c'est parler de la productivité nationale. La production nationale n'est pas productive, n'est pas rentable. Ce que vous pouvez comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a un pile d'intrants qui viennent trop cher à l'agriculture par rapport au coût d'opportunité. Parce que soit vous regardez par exemple les produits importés, c'est ça qui fait que un produit national, la production du riz par exemple, qui ciblait seulement un marché très restreint. Parce que le produit importé, parce que le subventionné côté le sotia, il fait avec une meilleure technologie, il vient moins cher pour le producteur local. Il vient moins cher. De ce fait, le marché du riz, c'est ça qui fait que nous-mêmes, avons produit moins de 20% de consommation du riz local, parce que le produit qui nous vient de l'extérieur est moins cher. Et c'est la même chose pour un pile en production que nous gagnons pour le moment.
Pour qui ça? Par exemple, pays que m'étudie, des pays comme le Ghana, des pays comme le Kenya, des pays comme le Vietnam, ils viennent réduire la quantité d'investissement dans l'agriculture là, mais ils ont une quantité de produits qui ont fait qui est supérieure parce que ils ont introduit des outils technologiques qui permettent de faire ça. Ils ont investi moins pour faire plus dans l'agriculture. Ils ont investi moins pour faire plus dans la manufacture. Ils ont investi moins pour faire plus dans le service. Mais là, est-ce que on place de choix qu'accorder à la production locale qui pourrait le faire que producteurs qui sous place gagnent conditions réunies pour produire en qualité et en quantité et le ça l'argent a pris dans l'autre pays au lieu que n'a payé importer toute la journée. Oui, c'est sûr, tout pays ça et encore ça qui permet de faire ça, Serginho, c'est le cadre légal, c'est la gouvernance qui étudie facteurs économiques ça qui dit moun yo mais côté nous conseillons investir, mais secteur porteur et dans l'autre pays développé, il y a des agences aussi qui ont fait études ça autour qui disent mais industrie qui est porteur, mais chiffre et que nous t'a conseillé de mettre plus d'investissement dans le secteur ça. Deuxièmement encore, il y a des politiques fiscales, il y a des politiques douanières par exemple, OK? Politiques fiscales, monétaires que le gouvernement mettait sous place. Par exemple, nous avons une politique pénalisante de l'investissement ici. Pourquoi? Parce que quantité de seuil, de disponibilité, de COB qui existait dans la banque, ok? Le gouvernement ou bien banque centrale, li augmenter, ça veut dire que la banque a moins de COB qui est disponible pour faire des prêts. Bon, c'est juste pour par rapport avec le dollar, oui, cap bail de la pâte à soie là, sans le BRH prend décision ça. Oui, mais pour qui ça dollar la bail de la pâte à soie? Ça c'est l'impact, il faut aller vers la cause. C'est l'improductivité qui existe dans l'économie qui a causé ça. Et moi dernièrement, sur les derniers chiffres la douane bail là, la douane dit qu'ils font gros recettes pour le mois de juillet. Bon, c'est vrai, c'est intéressant, là, qui permet que l'État ait moyen pour fonctionner. Mais le temps de faire mon père tout parce que ça t'a dit tout, nous importer en pile. Importer plus. Parce que là, ça qui tape plus bon, c'est DGI. Si DGI font plus le corps, il y a une richesse qui a créé, nous avons payé taxes, nous avons moyen pour payer taxes. Mais là, c'est là où on fait gros chiffre ça. Il t'a inquiété parce que ça lui dit que nous envahissons presque avec les produits qui sont de l'autre côté. Bon, ces indicateurs là, on va utiliser pour le bon, meilleure compréhension de réalité économique là. Ce sont des instruments, ça fait là, où utiliser un indicateur, collection de taxes. Ça, c'est ça lié en fait. C'est que nous avons importé un pile produits finis. On appelle les produits intermédiaires, les intrants et les produits finis. Et pour le moment là, l'État a dit autrement, si par exemple, au lieu que nous importons un pile produit fini, nous importons un pile intrant, qui t'a pas facilité en production locale, ou bien nous importé des machines. Mais malheureusement, dans le cas pas nous, c'est exactement ça qui arrive. Côté que c'est nous importons un pile produit qui finit et qui n'est pas transformé encore. C'est ça. Parce que l'idée, c'est pour créer la chaîne de valeur locale, il faut pouvoir amorcer des capacités d'ajouter des valeurs dans les produits consommés, commercialisés, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce que c'est tout par manque de créativité, mon qui n'a ici tout, qui a un élément qui fait que je dis à nos pauvres toujours? Oui, c'est sûr. Tout pays, et ça n'a pas là, c'est l'élément de créativité en fait. Tout pays qui est adapté au système légal, tout pays qui comprenne l'économie mondiale, parce que ce sont les critères que nous pouvons parler de l'ILA, tout pays qui est émergent, qui fait développement, il y a une meilleure part de marché de l'économie mondiale, de jour en jour. Une meilleure part de l'économie mondiale. Et ça traduit en fait que ils viennent adapter l'économie, ils viennent innover, ils comprennent ça la demande globale et ils ont investi dans le secteur. On se parler là du secteur du service. Le secteur du service, c'est lui-même en fait qui produit plus de richesse, je dis à la. Le secteur du service. Pour l'économie mondiale, on va regarder un pile pays comme la Belgique par exemple, okay, qui investit moins de 1% dans l'agriculture, okay, qui investit plus dans les ressources dans le service. Dans le service, quand je parle du service, je ne parle pas de monde qui a balayé ou bien nettoyé. Je parle des ingénieurs électroniques,
des monde qui, par exemple, qui fait design de puces électroniques, qui fait design de systèmes computers, les méga systèmes, les réseaux, par exemple, les systèmes d'assurance, ou bien, c'est eux-mêmes qui viennent montrer qu'ils produisent plus de richesses plus vite dans l'économie. Pays émergents, pays créent plus de richesses, ils ont montré dans l'étude que je fais qu'ils mettaient plus poids dans le secteur et ils créent richesse plus vite. Et les gens qui existent dans le pays, ils ont un niveau de développement qui accéléré dans les 40 dernières années que ce passé là. 38 pays que j'étudie, ils démontrent que je présenté dans le livre là, qu'ils ont fait un sursaut de plus de 500% de leur produit intérieur brut, ok, depuis les années 1992. De plus de 500%. Pour les pays, ils ont fait un sursaut de plus de 500%, ils ont une croissance de leur produit intérieur brut depuis les années 1992. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont une quantité d'innovation, ils comprennent les concepts de l'économie mondiale, qui aujourd'hui a passé de 7 milliards, la quantité de gens qui consomment aujourd'hui au niveau du monde, passe de 7 milliards, il peut aller vers les 10 milliards. Tout le monde a consommé en pile. Parce que n'oubliez pas, le plus grand marché mondial aujourd'hui n'est pas la nourriture. C'est l'électronique. C'est l'électronique. C'est la fabrication, production, commercialisation des outils électroniques, dont les puces électroniques, les téléphones portables, les systèmes électroniques. Un pays qui consacre plus de ressources dans faire production, manger, pays ça tombé dans l'improductivité. Parce que tu dois consacrer un petit cal de ressources pour faire plus manger et consacrer plus de ressources, ok, dans faire production, produits qui gagnent plus marge de revenus sur eux. Mais généralement ici, ça fait pas le travail de créativité, nous plus acheter et revendre. Et c'est ça plus facile là. Combien d'usines de transformation dans le pays? Mais c'est ça qui fait nous pauvres tout. C'est de ça qu'on parle là, de la planification. Le gouvernement doit garder avec agences de développement, avec chambres de commerce, doit faire des études pour analyser secteur porteur. Secteur, là, on dit secteur porteur, ce sont les secteurs, ils ont déjà identifié, moi-même dans le livre, j'ai identifié, par exemple, les 3 grands secteurs porteurs, c'est l'agriculture. Non pas éliminer l'agriculture, c'est un secteur très porteur. Ça nous dit, c'est que d'abord, il faut investir moins dans l'agriculture pour produire plus, pour augmenter rentabilité et productivité. Mais l'agriculture, c'est un secteur porteur. Deuxièmement, la manufacture. La manufacture, la délocalisation, la production des biens matériels, okay? Ce qu'on appelle les B2B marchés, market. La fabrication des machines. La fabrication des machines, c'est un grand marché mondial, okay? Et aussi le service. Il y a d'autres secteurs, par exemple, les secteurs majeurs, les industries majeures. Il y a d'autres industries mineures que nous identifions dans le livre là, qui baillent un pile service. Et industries eux-mêmes, avec l'électronique, avec la technologie, ils de jour en jour viennent plus rentables. Donc le gouvernement doit suivre ces secteurs, diriger les investissements vers secteurs qui sont moins rentables aux secteurs les plus rentables. Et de ce fait même, mettez des incitatifs là-dedans. Des incitatifs, par exemple, pour subventionner l'agriculture ici. Tout produit qui vient joindre nous ici, ce sont des produits subventionnés. Ils subventionnent la caillou. Non seulement ils subventionnent, l'agriculture américaine est subventionnée, l'agriculture française est subventionnée. Et son grand débat en fait dans l'Union européenne, côté que la France a vendu d'autres pays membres sans taxe, ils ont produit subventionné la caillou. Mais dans le pays, l'agriculteur a accès à crédit. Ça, c'est l'autre élément, l'accès au crédit. Par exemple, le gouvernement non seulement devrait subventionner l'agriculture, mais devrait travailler avec les banques commerciales pour identifier des packages côté que et production capable plus rentable possible. Mais je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Quand on parle de la production agricole, nous pas seulement parler de du riz. Par exemple, même si nous pas gain compétitivité dans du riz ou bien dans les grains, en fait, on parle de du riz, maïs, pois, etc. Mais nous avons toujours une compétitivité dans les tubercules, dans les maniocs, dans les patates douces, pommes de terre,
dans les pois Congo, par exemple, qui traient en fait une compétition énorme sur lui parce que les produits substitutifs de pois qui viennent dans l'autre pays. Mais les tubercules, les fruits et les légumes, nous sommes capables toujours de compétitivité là-dedans. Donc, on a mango français, par Tant exemple. qu'on a mango français que nous exportons toujours, le gouvernement est capable de subventionner ça. Production ça. Ou pas besoin de commencer côté plus difficile là. Nous avons commencé côté plus facile qui est moins cher là. La production des tubercules et manioc ou patates ou etc., les fruits et les légumes, ok, nous sommes capables de développer une compétitivité là-dedans plus vite que nous sommes capables de faire dans la production des grains ou bien les meubles. Par exemple, le président Préval devina un concept de bambou. Pour qui ça, par exemple, le gouvernement va continuer à investir dans le secteur bambou, mais investir là-dedans et pour ballon compétitivité à la fois que ou update ou innover politique d'importation des meubles. Vous comprenez ça, Mabdoula là? Parce qu'on doit aller ou mettre en pile subvention ou mettre en pile support des industries. Si on pas mesurer quantité d'importation qu'a vinn joindre, OK, ou qu'a toujours aller à l'envers et que l'industrie a venir après aller au moribond. Et puis surtout, et c'est ça qu'on t'a parlé tout à l'heure avec Rive Pépé dans le pays, il vient quand même caser question sans parler, question production de meubles. Et en plus le Pépé a rentré et prio à tout casser ça qu'a fait sur le marché local là et là ça on n'a pas l'autre choix que aller vers ça qu'a sorti le boy. Mais c'est sûr, Serginho, l'importation, OK, nous avons presque à passer de 4 à 5 milliards par année. L'importation, presque 4 à 5 milliards par année. Nous ne sommes pas tout à l'heure de la douane qui a fait éloge qui est rentré en pile comme dans la douane. OK? Mais on a parlé de quel produit là? Quelle est la valeur de vie de ces produits? Et qui ça produit ça à le faire? OK? Donc, tout ça entre dans des politiques de tarifs, de douane, qui est capable et nuit à la production et la productivité nationale au lieu que les propulser. C'est pays émergents, pays que je présente dans le livre, ils ne pas seulement font seul bagaille. Ils ont des lois vers l'économie mondiale, ils ont des investissements vers l'économie mondiale, ils ont des budgets pour supporter la productivité et la production vers les produits les plus rentables pour créer plus de richesses plus vite. Et il y a des programmes sociaux aussi. Parce que ne pas oublier ça. Dans le moment que nous vivons pour le moment là, avec moins de $1 par jour, génération passée à transmettre un paquet de problèmes. Génération passée, en fait. Transmettre génération PAM avec Paul là, on pile problème. Il y a plus de problèmes que de solutions. Nous-mêmes, pour le moment, nous avons obligé de résoudre le problème, il y a plus de problèmes que nous gagnons nous-mêmes, que nous créons tout nous-mêmes. Vous voyez? Donc, si par exemple, pas une adaptation faite dans l'orientation économique, là, pas une adaptation faite dans la production ou bien dans le propulser l'économie vers le développement, eh bien, on a transité problème que nous joignons, plus problèmes que nous créons, vers nouvelle génération qui a continué le cycle de la pauvreté dans le pays. Et ce n'est pas en fable. Étude que je fais, il prend réalité sur le fait de chaque jour. Est-ce que l'Haïtien aujourd'hui, en Haïti, a une meilleure vie, un meilleur indice de développement humain que la génération passée? Comparé avec la République dominicaine, qui a un taux de croissance de près de 7% par an, est-ce que le Dominicain aujourd'hui jouit d'un meilleur train de vie, des meilleures conditions de vie que le Dominicain qui est passé il y a 20-30 années? On regarde les Dominicains moyens, Haïtiens moyens, je veux dire, vous avez dit le jour. Mais pourquoi? Parce que les Dominicains eux-mêmes, ils ont fait un bagage qui est central dans l'économie. Non seulement ils ont fait tout ça, là, et tout ça, c'est en plus de la stabilité politique, c'est en plus de l'accès au crédit, c'est en plus de tout ça. Les Dominicains ont fait un bagage extraordinaire dans l'économie.
Et m'a regardé, c'est l'ensemble des pays en fait émergents qui fait que nous présentons dans le livre là. Ils ont diversifié l'économie. Je dis par exemple, on a parlé de décision de gouvernance, ok, d'investissement en Haïti, on a parlé de production nationale, on a parlé, tout le monde c'est de l'agriculture, il a parlé. Alors qu'une seule industrie peut amorcer le développement. Il est nécessaire, mais pas suffisant. Ou besoin de diversifier les industries créatrices d'emplois qui augmentent le produit intérieur brut et le standard de vie de l'haïtien moyen. C'est ça. Moi-même, dans l'étude que je fais, dans le dialogue que je fais, dans le livre que je publie comme spécialiste en développement, c'est ça me joigne. Et ça me joigne basé sur des faits, sur des réalités tangibles. Pas une économique qui développe aujourd'hui avec une seule industrie la donne. C'est pas possible. La diversification des industries, ok? Par exemple, il n'y a pas seulement industrie agriculture là, il y a une industrie agricole fleurissante. Il y a une industrie et manufacture florissante. Dans le rapport Banque mondiale, c'est dans l'annexe passée là. Produits dominicains aujourd'hui, ils sont plus compatibles avec le marché européen et le marché nord-américain que le marché haïtien en termes de standards. La production de jour en jour, n'a pas amélioré. Parfait. Donc, il y a une productivité au niveau des industries manufacturières qui a avancé de jour en jour pour l'adapter vers l'économie mondiale. Maintenant, Serginho, troisième bagaille que vous faites dans la diversification dominicaine, ils ont aussi introduit l'élément de service. Pas oublier, ça me dit tout à l'heure, l'industrie de service, c'est l'industrie la plus rentable aujourd'hui. L'industrie de service. Et on va regarder en termes d'investissement privé, la proportion, le pourcentage d'investissement qui allait dans l'industrie du service, ok, les plus forts en République dominicaine par rapport à la manufacture et le service, ok, qui ont même plus de rentabilité. Donc, de ce fait, 7% de taux de croissance par année, ce n'est pas le résultat d'un hasard, le résultat d'une planification des outils de gestion et de gouvernance que vous identifiez à travers des études précises que vous faites et des décisions que vous prenez en conséquence. Alors, on ne peut pas négliger, tout ce qu'on dit là, pour le faire, il faut des gens qui vous font, des gens qui sont qualifiés, des gens qui sont compétents. Pas trop longtemps, il y a un rapport, Programme des Nations Unies pour le développement, qui dit, puis il faut des ressources, puis il faut des compétences, pas dans le pays. Alors, comment on peut arriver à planifier le développement avec des ressources qui ne sont pas qualifiées, pas compétentes? Non, mais nous ne pas arriver dans le stade côté que nous avons le choix là. Nous pas arriver dans le stade côté nous avons le choix parce qu'on a une économie, par exemple l'année dernière, l'économie a un taux de croissance de 1,2%, 1,5%. Après ça, avant ça, c'était 1,2%. La plus mal là pour année ça. Année ça, si nous continuons comme ça, par exemple, moi-même dans le business, si je fais des projections, je prends des mesures managériales, je fais faillite dans plusieurs entreprises que je possède. Dans plusieurs entreprises que je possède, tu as fait faillite. Et c'est plus de monde qui est au chômage. Je pense que si l'économie continue comme ça, la bon taux de croissance négative, en taux réel. Et ça traduit aussi en termes d'inflation, en termes de tout indicateur qu'on connaît dans l'économie. Et aussi en question de niveau de vie population. Moins ce que mon gain emploi, c'est moins ce que vous gain revenu, c'est moins ce que vous capable et acheter les produits de base que vous nécessitez. Malheureusement, pas des emplois de qualité, forcément. Bon, d'ailleurs, là, nous avons parlé d'un emploi de qualité. Ce n'est pas un miracle. C'est encore le résultat d'une planification. Et réalité que nous vivons aujourd'hui, là, ça veut dire que dans les générations passées, les décideurs politiques, les organismes de pression, les organismes de la société civile, les organes, par exemple, économiques, il n'y a pas de focus assez sur des outils ou bien des investissements qui favorisent assez de développement. C'est ça que fait aujourd'hui, nous, dans l'état que nous sommes là. En fait, nous avons parlé de main-d'œuvre là. Ressources humaines. Ressources humaines. Eh bien, si on a parlé de main-d'œuvre, ce n'est pas comme si on a le choix pour le développement. Haïti est obligé de faire un développement si nous ne voulons pas tomber dans le gouffre. Parce que les gens qui ont parlé dernièrement, un collègue qui a parlé dans la télévision, il a parlé de Haïti n'a un problème humanitaire. Nous n'avons pas un problème humanitaire. Nous avons un problème, nous avons une situation de suicide collectif. Lorsqu'il y a plus que 100 000 personnes qui ont mouru de choléra
choléra impossible dans les pays développés. C'est le simple procédé d'hygiène qui résout le problème de choléra. Se laver les mains et d'avoir l'eau disponible et le savon pour se laver les mains et avoir de l'eau propre à boire. Et bien, on a un bon espace pour déféquer. Pour déféquer, ça aussi, c'est des indicateurs de développement que nous pas gagner aujourd'hui parce que décideurs ou bien les gens qui font gouvernance, qui dirigent le pays, n'ont pas prendre des mesures il y a 15, 20, 30, 50 dernières années. Et pour nous gagner dans l'avenir, nous pas gagner le choix. Nous pas arrêter sur simple indicateur que nous pas gagner aux ressources humaines, nous avons gagné aux ressources humaines. Non, mais un peu là de pas dans le pays. Et ça fait pas dans le pays parce que nous pas créer conditions pour là tout. Bon, exactement. Ça veut dire que yo ka retourner, nous gain diaspora, bon nous pas rentrer dans critères est-ce que oui ou non y a tourné dans quelles conditions, mais les ressources humaines c'est une caractéristique. Et je pense que nous avons un problème de ressources humaines parce que il y a pile de production mondiale qui a fait là aujourd'hui là, il fait avec par exemple des entreprises comme Surtab qui produit des instruments électroniques. Comment on fait faire? C'est des formations que un groupe de femmes rapidement dans 2-3 mois qui a produit des tablettes électroniques. Je pense que nous avons assez de monde qui pas dit que formé assez mais qui est capable de recevoir formation pour produire pour l'économie mondiale. Je pense que nous avons un problème de ressources humaines qui n'est pas qu'à résoudre. Je pense que nous avons un problème de ressources humaines, mais le plus gros problème, c'est un problème de vision, c'est un problème d'innovation, c'est un problème d'incompréhension de la planification de l'économie, un problème d'incompréhension des outils de développement. C'est le plus gros problème ça Haïti confronté. Et dit tout instabilité politique, car une marque fabrique qui fait pays ou pas qu'à développer. Vous d'accord avec ça? Non, alors, tout à l'heure, on me dit ça, en fait, Serginho. Tout ça m'a dit là, c'est des corollaires en plus de l'instabilité politique. L'instabilité politique, c'est un principe récurrent dans tout pays sous-développé. L'instabilité politique, c'est dans tout pays que m'étudier qui sous-développé, l'instabilité politique là toujours présent. Encore, on va parler de la violence. Des pays comme le Mexique, des pays comme la Jamaïque, il y a un pile violence là-dedans, mais elle n'a pas freiné le développement. Parce que violence, ça n'a pas transformé en instabilité politique. L'instabilité politique se traduit principalement par des problèmes récurrents, ok, de mauvaise gouvernance, d'élections par exemple. On va pas renouveler la classe politique. Des élections qui se passent sur Haïti, facilement dépenser plus de 300 millions de dollars dans faire des élections. L'élection est assez longue, hein, puisque 22 mois. 22 mois, nous perdons du temps, nous perdons du cob, alors que dans notre pays, ça prend 2 semaines pour planifier une élection. Alors là, on me dit faire une élection, ça prend toute l'année pour la planifier, mais en fait, pour faire l'élection, ça prend une semaine ou deux. Parce que c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Et deuxièmement, regardez un pays tant que l'Inde. C'est un pays avec des milliards de personnes, avec des conditions climatiques excessivement difficiles. Malgré ça, ils ont planifié des élections avec un taux de participation de plus de 50%. Comment nous-mêmes, un pays tropical, nous dispersés en fait dans les montagnes, mais qui est accessible, comment nous-mêmes en fait, qui gagnent environ 10 millions de personnes, 10-11 millions de personnes, nous avons un taux de participation aussi faible. Donc tout ça entré dans la question de la planification, planifier le développement, et tout ça est entré dans le fait que nous planifions le sous-développement au lieu de nous planifier le développement. Tout ça est entré dans le fait que, à long terme, nous travaillons très dur pour nous rester pauvres, parce que nous ne pas apprendre de nos erreurs. Nous ne pas innover l'économie. Nous ne pas comprendre l'économie mondiale. Nous parler de l'économie mondiale, nous théoriser sur l'économie mondiale, mais dans la pratique, nous avons une économie isolée dans des productions obsolètes que nous avons consommées dans la même nature que nous produisons là. La production agricole aujourd'hui passe par plusieurs type de transformation avant d'être consommé. Et nous-mêmes, je dis, ça nous produit de manière agricole là, nous juste consommer dans la même nature là. L'économie n'est pas accélérée. Est-ce qu'on a étude qu'on fait tout par remarquer l'international, bon poids,
dans le pays qui dans la situation de Haïti, par exemple? Bon, l'international toujours comprend. Pas oublier dans le contexte de globalisation qui a existé là, ou pas qu'à éliminer l'influence étrangère. Bon, même aux États-Unis, même qui c'est la plus grande économie mondiale, avec plus de 20 000 milliards de dollars, la plus grande économie mondiale, un pile américain à plein, et de ce fait, il y a un congrès là avec le président Donald Trump pour une question d'influence de la Russie dans leurs élections. Ou pas capable d'éviter l'influence étrangère. Ça, ou capable de faire. Ou capable d'éviter que l'influence étrangère là nuit à votre développement. Et comment on est capable de faire ça? C'est, par exemple, amorcer un plan de développement, organiser tout. Par exemple, leur demander au moins, pour faire élection, obligé de compter sur des forces étrangères qui pourraient aider au faire. Eh bien, ou planifier, ou mettre tout disponible pour ingérer dans l'élection. Par exemple. Mais même si vous n'avez pas demandé pour faire élection, il y a une force étrangère qui t'a venu là-dedans. Et comment planifier tout ça? C'est la bonne gouvernance. C'est la bonne gouvernance qui le fait. Et mettez des balises aussi, en termes de loi, en termes de pratique, en termes de justice aussi. Par exemple, nous-mêmes, il y a une colère qui est plus grave dans le pays, en plus de l'instabilité politique. Je parle là des conditions de base. Des conditions de base. Okay? Et tant que l'instabilité politique, la corruption, etc., c'est le manque de justice qui existe dans la société. Nous avons une déficience de justice dans la société qui aggrave le développement économique et le développement humain. Parce qu'à chaque fois que nous avons une accumulation d'injustice, tout coup d'état passé, ok? Qui closure, c'est en anglais le closure, ça veut dire qui société a, nous ne pouvons jamais fermer porte sous dossier. De monde qui mourit chaque jour. Nous ne pouvons jamais fermer porte sous dossier. Il y a une déficience de justice qui nuit au développement humain dans la société. Et c'est même bagage qui colère, qui a des incidences sur d'autres aspects de la gouvernance. Un peu, on a dit sur la société qui prend sanction contre les gens qui fait des ordres. Bon, c'est ça, par exemple, les gens qui fait ingérence, force étrangère qui fait ingérence dans l'élection, c'est à travers des acteurs politiques locaux qui fait. Ce n'est pas un monde qui vient dans le conseil électoral là, qui mettait tel monde président. C'est les conseillers utilisés et qui mesures punitives, devant qui juge au passé pour jouer une punition sous ça. Donc, de ce fait, puisque par un système de justice qui punit les fautes, donc de ce fait, nous encourageons Mounio à agir dans le sens contraire à la justice et qui, en fait, nuit au développement. Par une société que moi étudié là, qui arrivait à aller loin sans les conditions de base, sans la lutte contre la corruption, sans la justice. Moi, je les appelle les conditions de base. Je présente les conditions de base dans le livre là rapidement parce que tout est connu, en fait. Tout le monde connaît. Parfait. Société de tout, je dis qui m'a dit de monopole. Ouais, on sait le groupe monde qui dans du riz, dans farine, dans l'huile, et parfois on fait mettre tuer, on parle de l'autre monde rentrer. Et question concurrence, nous pouvons réparer pour lui tout bon. Et chaque fois on décide de faire même chose à faire, on sentit gagner des pressions, parfois même des menaces contre des capables d'exercer, et nous dénonce ça le plus souvent dans les médias. Est-ce que ça trouve un facteur qui fait que je dis Haïti toujours côté lié à tout? Oui, c'est un facteur que moi découvrir. Ce n'est pas que me découvrir, tout le monde déconne, nous prouvons à travers des chiffres publiés, ce sont études que nous faisons. L'étude de 38 pays sont études scientifiques. Comme chercheur, on prend 2 ans pour m'étudier. Et non seulement le pays n'a pas planifié le développement, deuxième bagaille, il y a un niveau d'écart dans la disponibilité des ressources. Des pays inégaux. Richesse mal partagée. Il y a extrêmement, non seulement richesse très faible, mais la richesse qui existe est extrêmement mal partagée. Il y a une petite quantité de monde, et des pays comme l'Afrique du Sud aussi, qui sont un pays qui est plus inégal au monde. Et même Haïti, que nous vivons là-dedans, il y a près de 3% de monde qui contrôle plus de 50 à 60% des ressources pays, alors que reste majorité de monde, il y a une petite quantité infime pour départager entre eux. Mais pourquoi ça existe? C'est aussi voir les faits, analyser les faits, mais se poser la question pourquoi? C'est l'absence de bonne gouvernance.
Parce que nous avons une quantité de monde depuis 1804 qui vivent dans la pauvreté extrême qui n'a jamais transité en fait vers un mieux-être. Il y a une quantité de monde, la majorité en fait des Haïtiens, à vivre dans la pauvreté extrême depuis 1804. Il y a des gens de génération de grands-pères qui vivent dans la pauvreté, de génération de 5, 6, 7, 8 générations qui n'ont jamais transité vers la classe moyenne jusqu'à aujourd'hui. La question qu'il faut se poser, pourquoi, quelle forme de gouvernance a pérennisé ce cycle de pauvreté pendant des années? Et en quoi est-ce que les détériorer, les déléter conditions de vie que nous avons aujourd'hui là? C'est la question qu'il faut poser. Et ces réponses, ça, on dans le livre là, parce qu'en pile de conditions délétères que Haïti, qui causaient Haïti côté là, c'est aussi des mêmes causes qui existaient dans notre pays. Les questions de la mauvaise gouvernance, la planification de l'économie, c'est aussi investir les ressources dans les industries les moins rentables. Parce que nous pas étudier l'industrie plus rentable. C'est aussi pas introduire des programmes sociaux qui répondent à des problèmes sociaux. Nous introduisons des programmes sociaux qui répondent à des besoins politiques, au lieu que nous réellement introduire des programmes sociaux qui répondent à des besoins sociaux. Donc, le développement, c'est une science. Je dis à moi-même, par exemple, comme un jeune haïtien qui exporte du savoir, okay, qui produit du savoir d'Haïti, qui est disponible pour nous-mêmes haïtiens et aussi le monde extérieur, moi, porter, par exemple, recherche ça, qui va permettre de nous prendre des mesures concrètes, des mesures sérieuses qui permettent de nous améliorer le standard de vie et l'économie dans les 10, 15, 20 années qui viennent. Mon capitaine de Cap Gadoula et Daniel Jean-Louis a dit, et ce côté nous aujourd'hui, c'est spontané, son choix, en fait, son construction. C'est ça. Et le résultat de choix que nous faisons, et qui va être que je dis à Haïti là, en fait, c'est une fatalité. Yeah. Nous avons changé, nous avons renversé cette tendance-là. Et la question, c'est qui ça n'a pas le besoin de faire, ouais, à court, à moyen, à long terme, pour que nous ayons l'autre pays, pour un pays qui a produit pauvre, ouais, pour un pays côté classe moyenne, je dis, il n'y a pas trop de possibilités pour le dégager, mais un pays côté, un minimum, un standard de vie. Ouais. Alors, c'est question ça. Qui ça n'a besoin de faire, je dis, pour que Haïti sorte dans le niveau de pauvreté, pour le temps à venir. Et j'ai un peu de souhaiter là, un pays émergent. Ouais. Alors, avant de répondre à une question, je vais me permettre que je propose. Ouais. Je vais souffrir pour une petite classe. Et puis, nous allons retourner avec réponse de Daniel Jean-Louis Galbanou par rapport à la question ça. Sous Télévision Nationale d'Haïti, on va suivre mise au point. Invité le matin, Daniel Jean-Louis. Régine a proposé et puis nous allons retourner. Conférences, séminaires, mariages, baptêmes, communion, graduation. Seven Stars Hotel, l'espace idéal pour toutes les heureuses occasions. En couple, entre amis, en famille, vous trouverez ce qui vous convient. Avec piscine et studio de beauté pour vous gâter. À Seven Stars Hotel, le client est vraiment roi. Pour son 10e anniversaire, tous les prix sont rabattus. Un service toujours ponctuel pour vous rendre confortable. Retrouvez-nous au numéro 19 Delma 33. Téléphone 38 80 47 77. Seven Stars Hotel, tout pour votre bonheur. Nous retournons, nous avons dit avant pause là, ça nous est là aujourd'hui, c'est pas un spontané, son construction et le venu de choix que nous faisons. C'est bon, fatalité, nous avons changé. Maintenant, comment renverser cette tendance-là, Daniel Jean-Louis, que ça nous besoin de faire jeudi là, et il y a des gens qui disent, là, tellement compliqué, est-ce que c'est pas un cas perdu? Qui ça répond nous-mêmes? Non, Haïti n'est pas un cas perdu. Dans l'étude que je fais là, avec pays qui est plus mal passé Haïti, comme la Corée du Sud, comme le Vietnam qui sont en guerre, comme l'Éthiopie. OK? Pays ça, en groupe 38 pays que m'étudié, yo arrivé à augmenter le produit intérieur brut de plus de 500%. C'est des pays qui étaient plus mal passés à Haïti dans les années 1960. OK? Nous-mêmes, nous avons un type de difficulté particulière avec nous. Même gens, nous avons des difficultés particulières à l'un de l'autre. Mais procédés de développement auraient été les mêmes. Mis à part de la culture, les différences sociales, les techniques de développement restent les mêmes.
Et toutefois que nous pas changer de comportement pour nous appliquer au lieu de résister, le pays a toujours été pauvre. Tout le temps que nous arrivons de nos côtés, que nous apprenons comment faire le développement. Ce n'est pas seulement dans les livres, c'est dans la pratique. Ce sont les décisions que l'on fait chaque jour. Nous ne sommes pas ça en long et large dans les questions budgétaires. Okay? Il faut, et 4 secteurs, par exemple, doivent prioriser dans le budget. C'est ça, tout pays développement est fait. En voie de développement est fait. La santé, l'éducation, la justice, les infrastructures. Okay? Ces secteurs, ça, où doit investir au moins 15% dans le budget chaque année. Et 15% dans le budget, ça va investir là-dedans chaque année. Faut que 90% dans 15% ça, aller dans le programme souterrain. Il ne doit pas aller pour payer per diem, staff, acheter machine. Il doit aller pour payer médecin, faire rénovation dans l'hôpital, construire des salles d'école, acheter des laboratoires, payer professeurs, okay? Construire route. C'est ça qu'il doit faire. Tout le temps que nous-mêmes, par exemple, nous faisons le contraire et nous espérons un résultat meilleur, c'est tout le temps nous sombrer tête nous dans le mensonge. Et de ce fait, dans les 50 dernières années, ça a passé, ouais, ça mensonge fait nous. Nous espérons un développement alors que nous pas prenons les décisions qui a propulsé nous vers le développement. Je dis rapidement, et par rapport à ça, comme réalité sociale, économique et politique, qui sont état de fait, qui t'a plus nouveau un signal que nous envie sortir dans côté nous hier. Bon, c'est beaucoup d'abord, le gouvernement méritait adapter le budget. Pour le moment, nous n'avons pas même un budget. Le budget est passé à l'électeur là. Vous comprenez? Et donner au changer complètement. Vous comprenez? Et c'est même nous-mêmes encore qui avons dit que nous avons aimé Haïti changer. Mais ce n'est pas un miracle. Ce sont tous ces instruments-là qu'il faut utiliser à des fins de développement. Il n'y a pas de secret dans la fabrication des colas, mais pour le moment, nous presque arrivés dans la fin année fiscale, là, nous n'avons pas un budget voté. Nous n'avons pas un budget voté. Et même budget voté, regardez quel pourcentage qui allait dans le secteur, ça me dit, voilà, qui sont les secteurs de base pour propulser le développement économique. Et deuxièmement, même si vous avez un secteur de base, vous avez une quantité de budget dans l'économie, il faut que le gouvernement planifie le développement économique. Il faut qu'il y ait des études qui sont faites claires et nettes, qui industrie méritait plus d'investissement, qui est-ce qui méritait moins d'investissement, et prioriser l'exportation. Prioriser l'exportation qui représentait une opportunité illimitée pour les jeunes Haïtiens capables de créer richesse, créer emploi pour l'économie haïtienne. Il faut une capacité tout, produire en quantité. Bon, il faut planifier ça aussi. Il faut planifier ça aussi. La capacité de production se planifie. Parce que l'acquisition de machines, l'acquisition des connaissances de procédés de production, ce sont des aspects qui peuvent être appris. Et parce que des produits échangés dans l'économie mondiale, il n'est pas aussi compliqué que vous pensez. Hein? Avec la spécialisation. Qui c'est des bagages que je traite dans le livre, moi, en fait. Mais là, il faut pas le booster, monsieur, dans le secteur privé, pour comprendre que là, pas de acheter ou vendre. Oui, dans le secteur privé, c'est un partenariat entre le gouvernement, le secteur privé et la société en ensemble. Parce que normalement, on se parle de l'instabilité politique, les outils budgétaires, les outils fiscaux, politiques, etc. Mais aussi gagner et la question de l'investissement. Mais comment on va investir? C'est le gouvernement en fait, qui vous donne des lois incitatives. Il faut améliorer le climat des affaires. Il faut améliorer le climat des affaires qui sont un résultat des questions politiques, économiques, sociales dans le pays. On va parler de mental là. Mental là, tout déterminé dans la question de développement. Mon mental là très important. Nous pas, alors, on ne peut pas prioriser ça dans l'étude moyenne, mais c'est un déterminant qui est très solide hein, dans la question de développement économique et dans les questions de développement humain aussi. Parce que je dis à mon quoi que qualité mentalité que nous avons là, il est capable de bon frère. Alors, on parlait de mentalité en termes culturels et sociaux. Bon, il y a un pile malade mental, des gens malades mentales, maladies psychiatriques, etc. Mais c'est clair que le type de mentalité nous avons là, c'est le résultat d'un sous-développement qui planifié depuis les 50 dernières années. Depuis l'indépendance même, on a planifié le sous-développement, au lieu que nous planifions le développement.
Et c'est changement ça, c'est retour ça, c'est coupe 360 degrés ça nous obligé de faire pour nous utiliser les outils économiques, les outils de planification budgétaire, de loi, etc. pour nous planifier un développement au lieu de nous planifier le sous-développement. En d'autres termes, il faut nous travailler dur pour nous développer au lieu de nous travailler dur pour nous sous-développer. Le miracle haïtien est possible, je dis à l'organisation là. Bon, je ne pense pas que le miracle est possible, la planification de développement est possible. disons ça, la planification de développement est possible et je ne pense pas que nous avons le choix. Je pense que nous avons le choix. C'est ça qui a retiré nous dans la trajectoire de suicide collectif que nous y est là. Est-ce qu'on comprend ça, toi? On comprend ça et l'organisation a fait là. Et c'est ça qui est le gros problème. Nous ne pouvons pas finir par comprendre ça. Et c'est ça qui fait qu'il y a nous aussi dans la trajectoire. Ça. Nous ne pouvons pas comprendre ça et nous ne pouvons pas prendre plus pour nous travailler dans implémenter, exécuter des plans de développement. Nous plus focus dans des questions de court terme, de politique et quantité de ressources nous mettre là-dedans, quantité de discussions qu'a fait dans la radio, c'est ces questions politiques qui sont importantes aussi, mais qui ne pas doit surplanter discussion, investissement calé dans la planification, développement que nous avons fait dans la société noire. Vous optimiste? M'optimiste oui ou non? M'optimiste dans le sens qu'aujourd'hui, il y a une démocratisation qui est plus claire, qui est plus nette dans la société. Moun yo plus comprendre le droit démocratique. C'est pas une dictature possible en Haïti pour le moment. Du moins, c'est une dictature ouverte. Il y a des formes de gouvernement, nous là, c'est de la dictature. Des dictatures ouvertes, comme on te sur Divalier ou bien moun qui passe là, impossible. Parce que moun yo, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales, ils comprennent le droit démocratique et ils ont goûté pour lui. Donc, dans ce cas, ça, je suis optimiste. Mais transiter, transformer, gain démocratique, ça, en des procédés de développement, là, je suis pessimiste parce que je ne sais pas que dans l'étude que je fais, tout ça m'a fait dans le pays, que nous comprenions comment pour nous faire transition. Ça. Mais là encore. Ça manque nous, selon vous, pour nous finir. Ça manque nous. Il manque nous l'amour. Amour pour le pays, pour tête nous, pour prochain nous. L'amour pour soi et pour ses prochains. L'homme gado, est-ce que moi imagine ou? Est-ce que moi aime? Est-ce que c'est frère moi? Si je ne peux pas arriver égal à tête moi dans la dimension ça, vous comprenez parce que je suis plus clair, je suis bien basso, parce que dans une société, dans une position socio-économique qui est meilleure, je suis bon basso, je ne peux pas faire rien pour m'améliorer les conditions. Et de ce fait, moi-même, je suis toujours haï. Il y a un haïment qui vient dans le traitement de l'autre qui ne peut jamais résoudre. Eh bien, tout le temps que nous ne faisons pas ça, tout le temps que nous ne pas arriver aussi exécuter, planifier, exécuter des outils qui pourraient améliorer les conditions de nous tous dans le pays. Tout ça dit là, dans le livre là, et qui le livre a sorti? Le livre a sorti dans un mois comme ça. Il est disponible sur Amazon, il est disponible dans quelques librairies dans le pays à tout. Et disponible en pile conférence, en pile interview aussi pour expliquer pourquoi on a planifié le développement en Haïti et qu'est-ce qui peut être fait. On a planifié le développement ou le sous-développement? On a planifié le sous-développement, évidemment, mais le développement peut être planifié et qu'est-ce qui peut être fait. Et moi, c'est dans un mois, tout le monde est disponible pour faire. Et je vais commencer la traduction, qui est disponible dans un petit temps encore, après parution ouvrage ça, qui est fait dans le pays et au niveau du marché mondial. Jean-Louis, merci un peu parce que tu es disponible pour nous matin. C'est un plaisir. Au revoir et à bientôt. Voilà, notre invité ce matin, l'entrepreneur Daniel Jean-Louis, qui travaille dans la question de développement, spécialiste dans le développement. Pour nous regarder aujourd'hui à côté de hier, qui a fait là, et si nous besoin changer, qui ça nous besoin faire pour nous sortir là-dedans. Merci un peu, vous êtes avec nous en direct. Bonne journée, si c'est en rediffusion. Bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.